jugement du public ne se rétracte point et qu'il se perfectionne toujours. Le jugement du public va toujours en se perfectionnant. La pucelle devient de jour en jour plus méprisée et chaque jour ajoute à la vénération avec laquelle nous regardons Polyeucte, Phèdre, le misanthrope et l'art poétique. La réputation d'un poète ne saurait parvenir de son vivant au point d'élévation où elle doit atteindre. Un auteur qui a 30 ans quand il produit ses bons ouvrages ne saurait vivre les années dont le public a besoin pour juger non seulement que ses ouvrages sont excellents, mais qu'ils sont encore du même ordre que ceux des ouvrages des Grecs et des Romains, toujours vantés par les hommes qui les ont entendus, jusqu'à ce que le public ait placé les ouvrages d'un auteur moderne dans le rang dont j'ai parlé. Sa réputation peut toujours augmenter. Ainsi 2 ou 3 années suffisent bien au public pour connaître si le poème nouveau est bon ou s'il est médiocre. Mais il lui faut peut-être un siècle pour en connaître tout le mérite. Supposez qu'il soit un ouvrage du premier ordre dans son espèce. Voilà pourquoi les Romains, qui avaient entre les mains les élégies de Tibulle et de Properce, furent un temps avant que de leur associer celle d'Ovide. Voilà pourquoi les Romains ne quittèrent pas la lecture d'Ennius aussitôt que les églogues et les bucoliques de Virgile eurent paru. C'est ce que signifie au pied de la lettre l'épigramme de Martial, où cet auteur a parlé poétiquement et que les poètes qui ne réussissent pas citent si volontiers. Martial ne dit point autre chose dans ce vers-ci. Tu lisais encore Ennius, Rome, du vivant de Virgile. Il serait d'autant plus ridicule de prétendre que Martial eût songé à dire que les Romains aient mis durant un temps les poésies d'Ennius à côté de l'Énéide. Il s'agit précisément dans ce vers de son épigramme de ce qui se passait à Rome du vivant de Virgile. Or, tout le monde sait bien que l'Énéide est de ces ouvrages qu'on appelle posthumes, parce qu'ils ne sont publiés qu'après la mort de l'auteur. Je distingue dans un poème 2 sortes de mérites, qu'on me pardonne cette expression, un mérite réel et un mérite de comparaison. Le mérite réel consiste à plaire et à toucher, le mérite de comparaison consiste à toucher autant ou plus que certains auteurs, dont le rang est déjà connu. Il consiste à plaire et à intéresser autant que ces Grecs et ces Romains, qu'on croit communément être parvenus au terme de l'esprit humain, ne serait passé parce qu'on n'a rien vu encore de meilleur que ce qu'ils ont fait. Les contemporains jugent très bien du mérite réel d'un ouvrage, mais ils sont sujets à se tromper quand ils jugent de son mérite de comparaison, ou quand ils veulent décider sur le rang qui lui est dû. Ils sont sujets à tomber alors dans une des 2 erreurs qu'on peut faire en prononçant sur ce point-là. La première erreur est d'égaler trop tôt un ouvrage à ceux des anciens. La seconde est de le supposer être plus éloigné de la perfection des ouvrages des anciens qui ne l'est en effet. Je dis donc en premier lieu que le public se trompe quelquefois lorsque trop est pris du mérite des productions nouvelles qui le touchent et qui lui plaisent, il décide en usurpant mal à propos les droits de la postérité que ces productions sont du même genre que ceux des ouvrages des Grecs et des Romains, ou des Romains, qu'on appelle vulgairement des ouvrages consacrés, et que ces contemporains qui en sont les auteurs seront toujours les premiers poètes de leur langue. C'est ainsi que les contemporains de Ronsard et de la Pléiade française se sont trompés quand ils ont dit que les poètes français ne feraient jamais mieux que ces nouveaux Prométhée, qui, pour parler poétiquement, n'avaient d'autre feu divin à leur disposition que celui qu'ils dérobaient dans les écrits des anciens. Ronsard, l'astre le plus brillant de cette Pléiade, avait beaucoup de lettres, mais il avait peu de génie. On ne trouve pas dans ses vers d'idées sublimes, ni même des tours d'expression heureux, ni des figures nobles qu'on ne retrouve dans les auteurs grecs et latins. Admirateur des anciens, sans enthousiasme, leur lecture l'échauffait et lui servait de trépied. Mais comme il met en œuvre hardiment, et c'est là toute sa verve, comme il emploie sans se laisser gêner aux règles de notre syntaxe, les beautés ramassées dans ses lectures, elles semblent nées de son invention. Ces libertés dans l'expression paraissent les saillies d'une verve naturelle, et ces vers composés d'après ceux de Virgile et d'Homère ont ainsi l'air original. Les beautés dont ces ouvrages sont parsemés étaient donc très capables de plaire à des lecteurs qui ne connaissaient pas les originaux ou qui en étaient assez idolâtres pour chérir encore leurs traits dans les copies les plus défigurées. Il est vrai que le langage de Ronsard n'est pas du français, mais on ne pensait pas alors qu'il fût possible d'écrire à la fois poétiquement et correctement dans notre langue. D'ailleurs, des poésies en langue vulgaire sont aussi nécessaires aux nations polies que ces premières commodités qu'un luxe naissant met en usage.
Quand Ronsard et les poètes, ses contemporains dont il était le premier, parurent, nos ancêtres n'avaient presque aucune poésie qu'ils puissent lire avec plaisir. Le commerce avec les anciens, que le renouvellement des lettres et l'invention de l'imprimerie, trouvée vers le milieu du siècle précédent, mettaient entre les mains de 500 personnes pour une qui les lisait 60 ans auparavant. Dégoûtés de l'art confus de nos vieux romanciers. Ainsi, les poésies de Ronsard furent regardées comme une faveur céleste par ses contemporains. S'ils se fussent contentés de dire que ces vers leur plaisaient infiniment et que les peintures dont ils sont remplis les attachaient, quoique les traits n'en fussent pas réguliers, nous n'aurions rien à leur reprocher. Mais il semble qu'ils aient voulu s'arroger un droit qu'ils n'avaient pas. Il semble qu'ils aient voulu usurper les droits de la postérité en le proclamant le premier des poètes français pour leur temps et pour les temps à venir. Il est venu depuis Ronsard des poètes français qui avaient plus de génie que lui et qui ont encore composé correctement. Nous avons donc quitté la lecture des ouvrages de Ronsard pour faire notre lecture et notre amusement des ouvrages de ces derniers. Nous les plaçons avec raison fort au-dessus de Ronsard, mais ceux qui le connaissent ne sont pas surpris que ses contemporains se soient plus à lire ses ouvrages, malgré le goût gothique de ses peintures. Je finis le sujet de Ronsard en faisant une remarque, c'est que les contemporains de ce poète ne se trompèrent pas dans le jugement qu'ils portèrent sur ses ouvrages et sur ceux qu'ils avaient déjà entre les mains. Ils ne mirent point sérieusement la Franciade au-dessus de l'Énéide, quand le poème français eut paru. Les mêmes raisons qui les empêchèrent de se tromper en cela les auraient empêchés de mettre la Franciade au-dessus de Cinna et de Horace, s'ils avaient eu ces tragédies entre les mains. Après ce que je viens d'exposer, on voit bien qu'il faut laisser juger au temps et à l'expérience quel rang doivent tenir les poètes, nos contemporains, parmi les écrivains qui composent ce recueil de livres, que font les hommes de lettres de toutes les nations, et qu'on pourrait appeler la bibliothèque du genre humain. Chaque peuple en a bien une particulière de bons livres écrits en sa langue, mais il en est une commune à toutes les nations, qu'on attende donc que la réputation d'un poète soit allée en augmentant d'âge en âge durant un siècle, pour décider qu'il mérite d'être placé à côté des auteurs grecs et romains, dont on dit communément que les ouvrages sont consacrés, parce qu'ils sont de ceux que Quintilien définit les monuments du talent, qui ont été reconnus par la postérité. Jusque-là, l'on peut bien le croire, mais peut-être n'est-il pas sage de l'assurer. Je dis en second lieu que le public fait quelquefois une autre faute en jugeant les ouvrages des contemporains plus éloignés d'une leçon de la perfection où les anciens ont atteint. Le public, lorsqu'il a entre les mains autant de poésie qu'il en peut lire, rend alors trop difficilement justice à ces ouvrages excellents, qui se produisent, et pendant un temps assez long, il les place à une trop grande distance des ouvrages consacrés. Mais chacun fera de lui-même toutes ces réflexions que je pourrais faire ici sur ce sujet-là. Parlons des préjugés sur lesquels on peut, non pas attribuer, mais promettre à des ouvrages publiés de nos jours et de ceux de nos pères, la destinée d'être égalés aux anciens par la postérité. Un augure favorable pour un de ces ouvrages, c'est que sa réputation croisse d'année en année. C'est ce qui arrive toujours quand son artisan n'a point de successeur, et encore plus lorsqu'il est mort depuis longtemps sans avoir été remplacé. Rien ne montre mieux qu'il n'était pas un homme du commun dans la carrière qu'il a courue que l'inutilité des efforts de ceux qui osent entreprendre de l'atteindre. Ainsi, les 60 ans qui se sont écoulés depuis la mort de Molière, sans que personne l'ait remplacé, donne un lustre à sa réputation qu'elle ne pouvait pas avoir un an après sa mort. Le public n'a point mis dans la classe de Molière les meilleurs des poètes comiques qui ont travaillé depuis sa mort. Il n'a fait cet honneur à Régnard, à Boursault, ni aux deux auteurs du Grondeur, non plus qu'à quelques poètes comédiens dont les pièces l'ont diverti quand elles ont été bien représentées. Ceux mêmes de nos poètes qui sont gascons ne s'égalèrent jamais sérieusement à Molière. On n'a pas mis au-dessus de lui l'auteur du philosophe marié. Chaque année, il ne passera sans donner un successeur au Terence français ajoutera encore quelque chose à sa réputation. Mais me dira-t-on, êtes-vous bien assuré que la postérité ne démentira pas les éloges que les contemporains ont donnés à ces poètes français, que vous regardez déjà comme placés dans les temps à venir à côté d'Horace et de Terence? Que malgré les critiques, la réputation des poètes que nous admirons ira toujours en s'augmentant. La destinée des écrits de Ronsard ne me paraît pas à craindre pour les ouvrages de nos poètes français. Ils ont composé dans le même goût que ceux des bons auteurs de l'Antiquité. Ils les ont imités, non pas comme Ronsard et ses contemporains les avaient imités, c'est-à-dire servilement, et
et comme Horace dit que Servilius avait imité les Grecs, les ayant imités en changeant seulement le rythme. Cette imitation servile des poètes qui ont composé en des langues étrangères est le sort des écrivains qui travaillent quand leur nation commence à vouloir sortir de la barbarie. Mais nos bons poètes français ont imité les anciens. Horace et Virgile avaient imité les Grecs, c'est-à-dire en suivant, comme les autres l'avaient fait, le génie de la langue dans laquelle ils composaient, et en prenant comme eux la nature pour leur propre modèle. Les bons écrivains n'empruntent des autres que des manières de la copier. Le style de Racine, de Despréaux, de La Fontaine et de nos autres compatriotes illustres ne saurait vieillir assez pour dégoûter un jour de la lecture de nos ouvrages, et jamais on ne pourra les lire sans être touché de leur beauté. Elles sont naturelles. En effet, notre langue me paraît être parvenue depuis 70 ans à son point de perfection. Au temps de Blancourt, un auteur imprimé depuis 60 ans paraissait un écrivain gothique. Or, quoiqu'il y ait déjà plus de 80 ans que D'Ablancourt a écrit, son style ne nous paraît point vieilli. Pour bien écrire, il faudra toujours s'assujettir aux règles que cet auteur et ses premiers successeurs ont suivies. Tout changement raisonnable, qui peut arriver dans une langue dès que sa syntaxe est devenue régulière, ne saurait plus tomber que sur des mots. Les uns vieillissent, d'autres redeviennent à la mode. On en fabrique de nouveaux et l'on altère l'orthographe de quelques autres pour en adoucir la prononciation. Horace a fait l'horoscope de toutes les langues quand il a dit en parlant de la sienne « Bien des vocables déjà tombés renaîtront, tandis que tomberont beaucoup de ceux qui sont en honneur à présent, si telle est la volonté de l'usage, au pouvoir duquel sont la maîtrise et la juridiction, la norme du langage. » L'usage est toujours le maître des mots, mais il est rarement des règles de la syntaxe. Or, des mots vieillis ne font point abandonner la lecture d'un auteur qui a construit ses phrases régulièrement, ou qui même s'est approché dans leur construction de la régularité. Ne lisons-nous pas encore avec plaisir Amyotte? Je le dirai ici en passant, ce n'est point parce que les auteurs latins du IIe siècle et ceux des siècles suivants se sont servis des mots nouveaux, ou qui n'ont pas construit leurs phrases suivant les règles de leur grammaire, que leur style nous paraît si fort inférieur à celui de Tite-Live et de ses contemporains. Les auteurs du IIe siècle et ceux des siècles suivants ont généralement parlant employé les mêmes mots que Tite-Live. Ils ont construit leurs phrases suivant les mêmes règles de syntaxe que lui. Du moins, il s'en faut de très peu que cela ne soit absolument vrai. Mais de leur temps, les transpositions vicieuses étaient à la mode. L'usage des mots pris dans des sens figurés qui ne leur convenaient pas était autorisé, et on les employait sans égard à leur signification propre, soit dans des épithètes insensées, soit dans ces figures dont le faux brillant ne présente point une image distincte. Il est si vrai de dire que ce sont les jeux de mots et l'abus des métaphores qui, par exemple, défigurent la prose de Sidonius Apollinaris, que les lois faites par Majorien et par d'autres empereurs contemporains de cet évêque paraissent faites du temps des premiers Césars, parce que les auteurs de ces lois, astreints par la dignité de leur ouvrage à ne point servir d'un style grave et simple, n'ont pas été exposés au danger d'abuser des figures et de courir après l'esprit. Mais quoique le style se corrompe, quoiqu'on abuse de la langue, on ne laisse point d'admirer toujours le style des auteurs qui ont écrit quand elle était dans sa force et dans sa pureté. On continue à louer leur noble simplicité, même quand on n'est plus capable de l'imiter, car c'est souvent par impuissance de faire aussi bien qu'eux qu'on entreprend de faire mieux. On ne substitue souvent les faux brillants et les pointes au sens et à la force du discours que parce qu'il est plus facile d'avoir de l'esprit que d'être à la fois touchant et naturel. Virgile, Horace, Cicéron et Tite-Live ont été lus avec admiration, tant que la langue latine a été une langue vivante, et les écrivains qui ont composé 500 ans après ces auteurs, et dans les temps où le style latin était déjà corrompu, en font encore plus d'éloges qu'on en avait fait du temps d'Auguste. La vénération pour les auteurs du siècle de Platon a toujours subsisté dans la Grèce, malgré la décadence des ouvriers. On admirait encore ces auteurs comme de grands modèles 2000 ans après ce qu'ils avaient écrit, et quand on les imitait si peu. J'en appelle à témoin les Grecs qui vinrent nous les expliquer après la prise de Constantinople par les Turcs. Les bons auteurs du siècle de Léon X, comme Machiavel et Guichardin, ne sont pas vieillis pour les Italiens d'aujourd'hui. Ils en préfèrent le style au style plus orné des écrivains postérieurs, parce que la phrase italienne était parvenue à sa régularité dès le XVIe siècle.